je vais quand même essayer de faire une petite conclusion pour expliquer un peu les positions de France Payment Forum sur cette question. Je voudrais d'abord rappeler deux éléments d'histoire, puisque j'ai été à ce moment-là au cœur de l'actualité, enfin de cette petite actualité. Le 4 mars 1995, j'ai été appelé par la Commission européenne en me disant nous souhaitons, en fonction du traité de Maastricht, passer à quelque chose qui s'appelle l'écu. Les banques sont contre, on doit faire ça pour 1997. Comment on peut faire pour obtenir ce délai? Bon, donc là j'ai rigolé et finalement on a travaillé tout le printemps pour faire ce qu'on appelle le Green Paper, qui a été publié, qui a été adopté par la Commission européenne, et en décembre 1995, le scénario que j'avais proposé est devenu ce qu'on appelle le scénario de Madrid et a été mis en œuvre donc en moins de 9 mois. Je crois que aujourd'hui, on n'est pas dans un timing de ce type pour l'euro numérique, ce qui montre que, comme dirait Boileau, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et qu'on n'est pas du tout dans ce scénario. Le deuxième exemple que je voudrais rappeler avant d'expliquer les positions de France Payment Forum, c'est ce qui s'est passé avec Moneo en 2000-2001. On avait un porte-monnaie, une société qui était la société financière du porte-monnaie électronique, gérée par les banques, et on s'est retrouvé avec deux difficultés. La première difficulté, c'était une difficulté tarifaire. C'est qu'il y avait un rejet du niveau de tarification bancaire, qui était plutôt autour de 0,4-0,5 à l'époque par transaction, et y compris par des entreprises qui sont peut-être représentées ici, comme la SNCF, etc. Et on avait un deuxième problème, c'est que on a voulu expérimenter ce porte-monnaie sur un certain nombre de choses, notamment des parcs-mètres, et on s'est heurté avec un certain nombre de personnes qui nous ont dit, nous, on ne veut pas avoir des parcs-mètres où il n'y a que cette monnaie-là, on veut pouvoir utiliser le cash, parce que le cash, c'est le seul monnaie qui a un cours légal. Bon. Et donc, à l'époque, on a envisagé, et j'ai contacté la Banque de France, pour demander à la Banque de France d'émettre une monnaie électronique qui pourrait être utilisée par les banques et distribuée par les banques sur le porte-monnaie Moneo. Et la Banque de France a été intéressée par l'opération, sachant qu'il y avait quand même un aspect financier, c'était le fait qu'une partie du seigneuriage soit reversée aux banques, hein, n'est-ce pas? Donc pour régler le problème du modèle économique, et puis pour régler le problème du cours légal. Et c'est finalement la Commission européenne qui s'est opposée à ce que les banques centrales puissent émettre une monnaie électronique en indiquant que il n'y avait que le secteur privé qui pouvait émettre une monnaie électronique. Voilà, ça c'est l'histoire. Et vous savez qu'aujourd'hui, la monnaie électronique est tellement bien développée qu'on va être obligé de réintégrer l'ensemble des textes relatifs à la monnaie électronique dans le cadre de la DSP3. Alors, position de France Payment Forum par rapport à l'euro numérique. Quand on a dit qu'on a soutenu dès l'origine l'euro numérique, oui, parce que c'était une bombe atomique par rapport à des projets comme le projet Diem. Et aujourd'hui, face à des global stablecoins qui pourraient toujours menacer, notre position, c'est de dire on a besoin d'avoir en réserve la capacité d'une bombe atomique pour répondre, si nécessaire, le jour venu, à des global stablecoins qui pourraient menacer, ou des monnaies numériques étrangères qui pourraient menacer le marché domestique. Mais si on regarde les besoins du marché domestique européen, on a deux constats. On a un premier constat c'est qu'il y a un consensus pour une monnaie numérique wholesale, au revoir Stéphanie, pour effectivement les actifs tokenisés, pour l'unification de la gestion de trésorerie pour les trésoriers bancaires et pour les liens avec les autres monnaies internationales et notamment pour les transactions internationales. Donc, il y a un consensus pour discuter des modalités, effectivement, d'un euro numérique de wholesale et grâce à la Banque de France, et je crois que nous avons été associés grâce à la Banque de France au NTW, donc le groupe de travail sur les gros montants de la Banque Centrale Européenne, justement pour essayer d'expliquer pourquoi. Pourquoi? Parce que comme pour l'euro, l'avantage de monnaie de gros, c'est trois choses. Premièrement, ça crée une masse critique et une valeur à l'euro numérique dès son lancement. Et c'était l'argument que j'avais utilisé à la Commission européenne en disant qu'il fallait commencer par le gros. La deuxième raison, c'est que ça n'est utilisable que par des professionnels. Ça veut dire qu'on peut aller beaucoup plus vite et qu'on a affaire à un groupe d'acteurs restreint
qui va apprendre à se servir de cette monnaie et qui va permettre d'avancer dans ce domaine. Et troisièmement, parce que effectivement, dans ce domaine-là, l'utilisation des blockchains pour assurer la sécurité et la qualité de l'offre est déjà montré par les travaux de la Banque de France. Donc voilà pourquoi aujourd'hui nous on a soutenu cette question de l'euro numérique. Un, comme bombe atomique par rapport à des global stablecoins. Deux, pour les monnaies. Pour ce qui concerne le détail, je crois que ça a été dit, redit, et ce que je vais dire, ça va être quelque part des banalités. La première, on a demandé aux acteurs du marché européen de passer au numérique. Ils ont engagé des investissements extrêmement lourds pour aller au numérique, pour aller vers l'instant payment, et ces investissements sont encore trop chauds, ils sont loin d'être amortis, et au moment où on va lancer EPI, etc., on peut pas envoyer un exocet là-dessus parce qu'on va tout casser. Voilà. Je crois que c'est clair. Tout le monde est bien conscient que la première question qui va se poser pour l'euro numérique de détail, c'est la question déjà du timing. Parce que, bon, on peut pas interdire qu'à un moment donné, effectivement, les banques centrales souhaitent transformer ou transférer leur monnaie fiduciaire vers un actif digital. On ne peut pas nier que dès aujourd'hui, cet actif fiduciaire est en concurrence avec la monnaie scripturale, donc il n'y a pas d'innovation. Il n'y a pas d'innovation. La seule innovation, c'est que quand on passe au numérique, on fait exactement la même chose que ce qu'on fait déjà avec le scriptural. Et on crée une confusion dans l'esprit du public entre monnaie centrale et monnaie commerciale. Il y a un dernier point sur lequel je voulais revenir. Donc, c'est d'abord essentiellement une question de timing. On peut en parler pour 2030 ou au-delà. En tout cas, il faut laisser déjà au projet numérique aujourd'hui de se développer, le système de gestion numérique qui existe de se développer, à EPI de se développer et d'être vigilant, d'être prêt, comme dit le Parlement européen. Il reste la question des blockchains pour l'euro numérique de détail. On sait qu'il y a un certain nombre de critiques qui sont faites du type les blockchains ça marche pas pour le offline, toute une série de choses de ce type. Bon, s'il s'agit de recréer une monnaie électronique comme on en faisait en 2000 ou en 2001, franchement, ça n'a absolument aucun intérêt. La Commission européenne a été très claire. Elle a fixé 3 objectifs clés à l'émission d'une monnaie numérique de détail. La première, c'est qu'elle contribue à la stabilité financière et à la promotion de l'euro et à la souveraineté européenne, etc. La deuxième, c'est qu'elle permette effectivement de développer une industrie européenne autour de ces questions de crypto-paiement. Et puis troisièmement, que cela continue à offrir à toute une série de clientèles une monnaie de référence qui soit quelque chose, une sorte de monnaie de secours quelque part au cas où il y aurait un certain nombre de menaces, et des menaces, il y en a. C'est la table ronde suivante et on va leur passer la parole. Donc, je vous remercie beaucoup.